Super, merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au salon du Carrefour Immobilier, donc le salon qu'on fait toutes les 2 semaines. On avait pris quelques vacances estivales et j'espère que vous aussi, vous avez profité de vos vacances estivales pour en profiter. La plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous l'avez tous fait. Vous avez tous à vous allumer vos micros et vos caméras, surtout vos caméras pour qu'on puisse vous voir. Donc, ça va être très, très intéressant. On va parler des défis en prospection, mais particulièrement la thématique du jour, c'est le prêt privé. Comment est-ce qu'on fait pour faire du prêt privé hypothécaire? La plupart d'entre vous, même tous d'entre vous aujourd'hui sur l'appel, vous êtes déjà co-prêteurs avec nous. Ça veut dire que vous avez déjà fait des prêts avec nous. Donc, c'est beaucoup de personnes d'expérience aujourd'hui. Donc, c'est très appréciable. Pour le bénéfice de ceux qui ne sont pas là, parce que vous le savez déjà, mais pour le bénéfice de ceux qui ne sont pas là, je vais rappeler quand même la mission du Carrefour Immobilier. La mission du Carrefour Immobilier, c'est d'aider les familles québécoises à garder leur maison. C'est notre mission principale. On est donc prêteur privé hypothécaire, hein, la thématique aujourd'hui du prêt privé, hein, une thématique qu'on connaît un tout petit peu. Euh, on est spécialiste en sauvetage immobilier et on a également une équipe de prospection qui pourra, pour ceux qui le souhaitent, vous assister dans vos transactions. Donc, on vous a parlé de notre mission, mais on va vous parler également de ce qu'on ne fait pas, hein. On va pas parler de multi, on va pas parler de chalet, on va pas parler de terrain, hein, parce que c'est pas des choses que l'on finance, c'est pas des choses qui nous intéressent, nous, au Carrefour Immobilier. Je dis pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est pas ce que l'on fait, nous. On va parler uniquement de ce qui nous intéresse, de sauvetage immobilier. Le sauvetage immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est des habits de 60 jours, des hypothèques légales, des prêts à un taux d'intérêt, etc. Et aujourd'hui, particulièrement, on va parler de prêts privés hypothécaires. Pour ceux qui seront intéressés, qui aimeraient creuser un petit peu plus cette thématique et devenir prêteur privé hypothécaire, prochainement, on va organiser à l'Université Sherbrooke, on n'a pas encore défini de date, mais on va organiser une formation pour devenir prêteur privé hypothécaire. Comment est-ce qu'on fait pour devenir prêteur privé hypothécaire? Comment est-ce qu'on fait pour prêter son argent avec ses REER et CCI? Des choses qu'on pourra élaborer ensemble prochainement. Donc, restez connectés. Vous recevez normalement des courriels de nous où vous adhérez déjà au groupe que l'on anime. Donc, il va prochainement avoir une formation là-dessus. Souvent, on est sable comble lorsqu'on fait ça. Donc, lorsque ce sera publié, vous pourrez, bien entendu, venir nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir de vous donner de l'information dessus. Bon, Jacques, je crois que tu as un petit sondage. Aujourd'hui, on aimerait savoir dans la salle, je crois qu'il y a des petits sondages que tu aimerais afficher à l'écran. Voilà, quelle est votre expérience en prêt privé? Normalement, vous avez un petit pop-up qui s'est affiché avec quelques questions. Votre expérience en prêt privé, le prêt privé pour vous, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que le prêt privé est une façon pour vous d'investir en immobilier? Donc, normalement, vous avez un, un petit pop-up qui s'est affiché à l'écran et puis vous pouvez répondre dessus. Et c'est tout à fait anonyme. Alors, voilà. Absolument. Oui. Et pourquoi tu ris, là, Sophie? Ben, OK, c'est parce que là, il y a plus de monde. C'est correct. Je m'en allais dire quelque chose, mais je vais. Excusez-moi. C'est un chien à trois pattes, je sais. Je suis désolée. Je vais le garder pour moi. Ah, tu auras l'occasion de poser toutes tes questions et faire tes commentaires. On va avoir beaucoup de place aujourd'hui justement pour les questions et les commentaires. C'est fait pour ça. OK. Jacques, est-ce que tous les sondages ont été répondus? Ben là, j'ai marqué 6 sur 6 ou 6 sur 8. Alors on peut penser que oui, là. Bon, Si tu veux lire les résultats, je go. veux bien. Parce qu'en fait, il y a pas nous deux. Alors tout le monde a répondu. C'est parce Ah, que, ouais. moi, j'ai répondu aussi. Ben, en tout cas, il n'y a pas moi. C'est bon. Cool. Ben, on a du monde expérimenté et intermédiaire. C'est déjà bien. Et tu peux Après afficher les ça, résultats pour tout le monde parce que moi je ne les vois pas. Je ne sais pas si les tu autres ne le vois voient. pas les résultats? Comment Là, on fait tu pour as un petit afficher bouton les... afficher les Ah, je résultats. fais end. OK, il faut que je fasse end. Puis là, je share. Parfait. C'est bon? Ok. Ça a Donc, fonctionné? on a majoritairement l'intermédiaire et puis en deuxième position l'expérimenté. Donc, c'est bien. Aujourd'hui, on a beaucoup d'expérimentés. Le prêt privé, qu'est-ce que c'est? C'est pour la majorité pas beaucoup de risques, pour certains très risqués. Intéressant. Intéressant, on va pouvoir en parler. Et est-ce que le prêt privé, c'est une façon d'investir en immobilier à l'unanimité? Oui. Bon, c'est formidable, c'est intéressant de vous lire, c'est intéressant de vous voir participer. Alors, une petite question pour vous avant de commencer.
ou pour commencer, on va dire. Selon toi, c'est quoi le défi numéro un en prêt privé? Alors, la parole est à vous. C'est quoi le défi qu'on peut avoir en tant que prêteur privé, le défi numéro un? Ben, trouver un emprunteur qui va tout nous rembourser notre argent plus les intérêts. Oh, excellent. Trouver un Oui. emprunteur. Donc, c'est ce qu'on appelle un emprunteur qualifié. Mm. Parfait. Excellent. Est-ce qu'on a Jocelyne, d'autres défis? je pensais que Jocelyne voulait dire un mot. Non. Les défis, c'est justement, c'est que Jean. c'est toujours risqué, hein? C'est toujours le fait d'être confortable au risque, je dirais. D'être confortable avec son risque, donc ça veut dire de savoir mesurer son risque. Prendre des risques calculés. Exact. C'est un peu d'ailleurs, dans n'importe quel type d'investissement, c'est à peu près pareil. Oui, oui. Faire ses due diligence. Mhm. Est-ce qu'on a d'autres défis numéro un? Donc, on a parlé de l'emprunteur qualifié, hein, savoir être certain que quand ça nous est déjà tous arrivé de prêter peut-être 20 dollars à quelqu'un qui ne nous l'a pas rendu. Donc, si on en prête 500, on veut s'assurer qu'il va nous le rendre. Ok. Ouais. 500 000, hein? Pas 500 000, pas 500 000 pesos, hein, 500 000 dollars. Euh, c'est quoi la question? Donc, toi, quel serait Les ton défis. Les défis. Les Qu'est-ce qu'on défis. a comme Là, le défi? défi numéro un, tu l'as déjà pas mal mentionné. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'aurait pas mis sur la table? Ah, d'autres, OK, à part du numéro 1, tu dis. Il y en a plein. À part les risques de ne pas être payé, il y en a d'autres défis. Hein? Ouais, moi, Martin Ben, ici, j'aurais quelque chose. En fait, ce serait de trouver un immeuble aussi en bon état. C'est une bonne garantie, si on veut. C'est un des défis, je trouve. Avoir une bonne garantie. Hein. On vient d'en avoir un aujourd'hui que c'est la garantie est so-so. Mhm. Oui, effectivement. Effectivement. Est-ce Bon, que il y a pas trouver mal de des bonnes clients, choses. est-ce que trouver des clients, c'est facile, Raphaël? Ben justement, on va en parler. Il y a pas mal de ouais, ça non choses plus. qui sont mis sur sur la table. Je vais vous parler des principaux défis que rencontre un prêteur privé hypothécaire et que bah, nous, on rencontre également en tant que prêteur privé hypothécaire parce qu'on est prêteur privé hypothécaire. Donc, on connaît très, très bien le sujet. Bah, c'est trouver des deals, d'accord? Trouver quelqu'un qui va emprunter de l'argent, c'est facile. Trouver quelqu'un de qualifié qui va nous rembourser avec une belle garantie, c'est une autre histoire. OK? Donc, trouver, comme l'a dit tantôt Sophie, un emprunteur qualifié, ça, c'est compliqué. Dire à tout le monde, j'ai de l'argent à prêter, est-ce que tu veux emprunter mon argent? Vous allez trouver plein de monde pour faire ça. Oui. Trouver des gens qui vont vous le rembourser, c'est une autre histoire. Donc, ça, c'est un des premiers défis de savoir qualifier son emprunteur. On va en parler justement aujourd'hui. Bah, ça vient avec, hein, c'est de trouver le lead, mais le qualifier, d'être en capacité de le qualifier. Quand je parle de qualifier, d'être en capacité de l'interpréter. C'est très important de savoir l'interpréter. Est-ce que l'interprétation en tant que prêteur vient de vous et votre connaissance de prêteur, ou est-ce que vous faites confiance à une source externe? D'accord? Une source externe peut être une personne qui vous a référé une transaction. Si quelqu'un vous réfère une transaction, il dit oui, oui, t'inquiète pas, ça vient payer, vous n'êtes pas en capacité de qualifier. Est-ce que c'est risqué? Ah oui. Oui. Risqué. Oui. Moi, je dirais qu'il faut Hein? faire quand même les recherches, oui. Oui, oui, oui. Parce qu'en général, ce fameux ami qui vous a emprunté le 20 dollars, qui ne vous a pas rendu, il vous a dit oh, t'inquiète, bon, je vais rembourser le 20 dollars, pas de problème. Hein? Bon, on ne fait pas les mêmes vérifications pour 20 dollars pour 500 000. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle le closer, fermer la transaction. OK? Ça veut dire que, effectivement, avoir un mauvais emprunteur et puis prêter l'argent, ça va être facile à le convaincre. D'accord? Mais quand il y a un très très beau dossier qui est sur la table, où il peut peut-être avoir de la compétition à l'intérieur, ben, il faut être en capacité de démontrer que vous êtes le bon prêteur. Okay. Sinon, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Qu'est-ce qui peut se passer dans cette catégorie-là quand on n'est pas en capacité de démontrer qu'on est le bon prêteur, qu'on est bien notre game et qu'il n'y a que nous et personne d'autre? À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on est un... Si demain, moi, je suis un bon emprunteur, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, tu peux aller voir ailleurs. Ouais, alors ça implique quoi si moi, je suis prêteur? Ben, ça veut dire que tu perds ton deal, tu perds
De Ça l'argent. implique la compétition. Qu'est-ce qui se passe quand il y a de la compétition en général? Bien content. Il y a de la pression. Il y a de la pression, Les on taux perd notre d'intérêt sont temps, plus bas. on perd notre temps. Jacques l'a dit tantôt, on perd notre temps. Donc la personne joue sur plusieurs tableaux. Est-ce qu'il est possible qu'il négocie? Mhm. Oui. OK? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut savoir amener également, parce qu'au bout d'un moment, en tant que prêteur, vous ne voulez pas vous ramasser avec des clients qui négocient des taux. OK? Mhm. Comme on dit toujours, un client gagné par le prix sera perdu par le prix. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire une scène de moins que vous pour prendre le dossier. D'accord? Et ce n'est pas ce que vous voulez en tant que prêteur. OK? Et la dernière situation, qui n'est pas des moindres, c'est trouver l'argent. OK? Faire un prêt privé avec son tas de pièces tout seul, ça c'est facile. D'accord? En général, le tas de pièces, il n'est pas illimité. Hein, au bout d'un moment, il diminue. Et si vous voulez faire cette activité dans un autre niveau, il faut être en capacité de trouver l'argent. Trouver l'argent, ça veut dire qu'il faut être en capacité de mettre en confiance des personnes avec vous qui ont confiance en vous, qui ont confiance en vos connaissances, qui ont confiance en votre savoir-faire pour qu'ils prêtent de l'argent avec vous. D'accord? Exact. Ça, c'est une autre histoire. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça aujourd'hui parce qu'on a qu'une heure. Ce serait utopique de rentrer dans le détail de tout ça. Mais c'est partie d'une problématique du prêteur. Hein, c'est facile ça peut être facile de trouver des deals, d'accord? Comme ça peut être compliqué aussi. Mais trouver également l'argent, ça peut être aussi compliqué, d'accord? C'est que euh, qui est la personne, qui êtes-vous en tant que personne ou en tant que prêteur lorsque vous proposez une transaction? Nous, notre recette au Carrefour Immobilier, c'est que moi, quand je propose une transaction à un de mes co-prêteurs, quelqu'un qui prête avec moi, quelqu'un de mes partenaires, moi, je mets mon argent à l'intérieur. Donc, c'est une des meilleures garanties tout le temps qu'on peut apporter à un collaborateur, c'est de mettre son argent. Hein, on voit toutes sortes de choses sur le marché de l'immobilier, mais souvent, on voit beaucoup d'investisseurs qui peuvent trouver des deals et qui font un peu le match. Ils ont trouvé le deal, ils ont trouvé l'argent et ils mettent pas une scène dedans, donc ils prennent pas de risque. Ça, c'est pas forcément, en tout cas, moi, c'est pas ma méthode à moi. Et je trouve que c'est pas la méthode qui va le plus rassurer les investisseurs ou les partenaires avec qui vous travaillez. Mhm. Donc ça, c'est les quatre, Défi. quatre principaux défis. Il y Bon, a l'ultime défi, Raphaël. et l'ultime défi, c'est quoi? Je sais pas, j'ai C'est quand oublié. tu as fait tout le beau petit travail que tu as donné, tu as trouvé le client, tu l'as qualifié, tu as tout préparé, tout est beau et il ne paye pas. Ah, mais tu m'as mangé mon punch, là. Ah, je suis désolé, j'ai pas Là, vu ta c'est le problème. présentation. Parce J'ai que là, pas on vu parlait ta des présentation. défis. Là, on regarde la question. C'est quoi Ouais. le risque numéro un du prêt privé? Ben oui, c'est ça, c'est OK, d'accord. C'est Bon, qui une est le bonne risque numéro un question. du prêt privé? Ben là, je ne le dis pas. Bon. Qui ne paie pas. C'est qu'il ne paye pas. Le risque numéro un du prêt privé, c'est que l'emprunteur ne paye pas. Ouais. Et là, en général, lorsque vous faites du prêt privé, on a eu d'ailleurs plusieurs dossiers dans ce cas-là en tant que racheteur de prêt. Hein, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est que quand tu ne sais pas ce que tu fais en prêt privé et que ton client ne paye pas, tu viens de t'acheter un gros paquet de trous. Oui. Hein, on a eu des cas, on a eu, je crois, 2 ou 3 dossiers cet été, là, où on a justement racheté la créance d'un prêteur qui était en deuxième rang. Un petit, moi j'appelle ça, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais un prêteur de son sous-sol, là, il a prêté son petit 50 000 pièces en deuxième rang sur une bâtisse, là, et là, l'emprunteur ne paye plus. Et là, il y a une banque en premier rang de 250 000 devant, là. Et il n'a pas le 250 000 pour payer la banque, là. Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer pour lui, à votre avis? Il va perdre son argent. Il est possible qu'il perde son argent. Est-ce qu'il était Ben, super content que nous, on vient derrière, qu'on a racheté toute la patente et qu'il a débarqué? Ouais, c'est clair qu'il doit être heureux. Très, 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 très heureux. Même si ça a été racheté à 45 000 au lieu de 50, il doit être heureux. Exactement, parce que sinon, c'était zéro. Oui. Le risque est très important, c'est qu'il n'a aucune maîtrise. Et si demain, vous faites ça tout seul avec votre petite tas de pièces du fond de votre garage et que vous ne savez pas ce que vous faites, là, quand tout va bien, tout va bien. Ça va bien. Mais quand ça ne marche plus, là, c'est très compliqué. D'accord? Et à votre avis, c'est quoi l'ingrédient numéro un pour
éviter que ça arrive. Ça n'arrivera pas jamais parce qu'on a beau prendre tout ce que l'on veut comme précaution Garantie. pour pas que ça arrive, mais qu'est-ce qui va diminuer considérablement le fait que ça arrive, à votre avis? Faut Ben, mettre beaucoup de sucre, je pense. Ouais. Ou de la cannelle, peut-être. Beaucoup d'épices. Un ingrédient clé du prêt privé. ben, c'est L'équité? l'édification. C'est pardon? Les J'ai J'ai entendu, vérifications. Mais Vérification. laquelle? j'ai entendu équité, on n'était pas loin de la L'équité? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? réponse, je crois. Je ne connais Qualification. pas la équité. réponse. Ton crédit? Ouais, bah il y a des bonnes choses qui ont été dites. J'ai entendu qualification, équité, crédit. Moi, je vais le dire dans un autre terme, mais c'est exactement ça. C'est d'avoir une méthode de souscription rigoureuse. Oui, Et si je pourrais élaborer là-dessus, il faut avoir une méthode de souscription rigoureuse et une méthode de souscription, ce qu'on va dire froide. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre des décisions basées sur des éléments factuels que vous avez de votre dossier. D'accord? Quand on fait par exemple du sauvetage immobilier dans notre cas, vous avez des personnes qui sont en détresse. On est des êtres humains, on est des gens gentils, on n'est pas des gens méchants. Donc, des fois, la détresse peut attendrir un prêteur, dire bah, quand même, je ne vais pas le laisser dans cette situation-là. Mais si la souscription ne donne pas, il faut faire attention à ce que vous faites. Ouais. La chose qu'il faut vous méfier en tant que prêteur privé, c'est vos propres émotions. Parce que vos propres émotions vont être dangereuses. oui, et aussi, je dirais l'appât du gain. Et C'est là, que effectivement, plus tu viens effectivement. gros, plus comment je pourrais dire ça, la qualification est moindre. On passe par-dessus certains éléments, je vais dire ça comme ça. Effectivement, l'appât du gain, c'est comme une forme d'émotion, parce qu'on peut dire, bah tiens, je vais en faire plus, donc je vais avoir plus de gains, donc je vais pouvoir avoir telle émotion, d'accord? Moi, ça rentre dans l'émotion, c'est que il y a l'émotion d'être un trendy, mais l'émotion aussi de vouloir aller chercher quelque chose. Mais voilà, ça, c'est très important, c'est d'avoir une méthode de souscription qui est stricte, qui est rigoureuse, un peu comme une banque. Quand vous faites du prêt privé, vous êtes une petite banque. Oui, D'accord? Une petite banque va donner des fois des petites dérogations, mais quand l'emprunteur derrière est très, très, très solide. D'accord? Donc, en tant que prêteur, c'est pareil pour vous. Il faut que l'ingrédient numéro un, c'est la souscription. C'est super important. Alors, à votre avis, en gros, la souscription, c'est. Qu'est-ce qu'il faut vérifier dans un dossier de prêt privé là? Mais si on devrait le dire en une phrase facile, là, je dis ma souscription, ben, ça ressemble à ça, ma souscription. Ce serait quoi selon vous? On vient de dire qu'il faut une bonne souscription. C'est quoi une bonne souscription en gros? C'est quoi? Ben, il faut savoir, est-ce que l'immeuble, il y a de l'équité dessus pour voir si on peut prêter. Ouais, je dirais plus, je sais pas encore subtil, mais plus général que ça. Rappelle-toi du 20 $, là. ouais, c'est ça. Il faut s'assurer que le client soit capable de payer. Ben, de payer tous les mois, oui, mais ce qui est encore plus important, S'il est c'est que solvable. votre emprunteur soit en capacité de payer et que la porte de sortie soit solide. Vous voyez, j'ai mis une petite lumière au bout du tunnel, là. Oui, oui. Quand il y a un dossier de prêt privé, il faut qu'on voit la lumière au bout du tunnel, là. Est-ce que le prêt, je m'en vais dans une prise en paiement, et je le sais, parce que je sais pas, mon emprunteur, il n'a pas de revenus, le crédit, il y a une proposition consommateur, tu sais, il part sur des bases qui sont quand même complexes, et je sais que dans 12 mois, il y a très faible probabilité que j'ai une lumière au bout du tunnel, d'accord? Ou est-ce que j'ai un dossier qui est quand même relativement solide, il y a eu un accident où il y a quelque chose qui s'explique, et que là, ma lumière au bout du tunnel est solide, d'accord? Mhm. L'obsession d'un prêteur privé, sa vraie obsession, c'est la porte de sortie. C'est comment il va faire mon gars à qui j'ai prêté le 20 pièces pour me le rendre. Là, j'en ai prêté 500 000. Là, c'est quoi le. Hormis sa bonne volonté, hormis sa bonne foi, Exact. qu'est-ce qu'il y a de factuel, de concret qui va me permettre de dire oui, là c'est solide, là je m'embarque dedans. Exact. Donc, pour faire ça, ça prend une méthode de souscription rigoureuse. Okay. À votre avis, qu'est-ce qu'on vérifie? Nous, on vérifie 4 choses, mais est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Et après, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on vérifie, nous, un dossier. Les revenus, son crédit, l'équité. Revenu, crédit, équité, ouais. Il en manque un.
Revenu crédit. Ah, la valeur La valeur de la maison. La valeur de la personne, les dettes des de- valeurs personnelles. Ouais. Je vais le dire différemment, mais vous avez dit les bonnes choses, hein. Nous, on a un moyen mémotechnique pour le retenir, c'est le RCMP, d'accord, comme la garde montée, là, d'accord? Vous allez voir, c'est très simple à retenir, c'est le revenu, le crédit, le M pour la mise de fonds, ce qu'on appelle le RPV, le ratio prix-valeur, et le Ratio P qui est la propriété, la valeur de la propriété, mais aussi la qualité de la propriété. OK? Parce que c'est important de savoir est-ce que c'est une propriété qu'on va financer, qui est une propriété qui a une valeur et qui est en bon état, ou est-ce que c'est une propriété qui a une valeur, ok, so-so, mais en plus c'est la toiture à refaire, et puis les soffites, et puis l'électricité n'est pas bonne, et pas pareil, là. OK? Donc, si on doit les détailler un petit peu, bah, le revenu, déjà, bah, le revenu, c'est quoi le revenu de mon emprunteur? Est-ce qu'il travaille à part-time chez Tim Hortons? D'accord? Ou est-ce qu'il est ingénieur pour le gouvernement? Pas pareil. C'est pas la même chose en tant que prêteur que je vais regarder dans la qualité de mon emprunteur. Donc ça, c'est la qualité du revenu. C'est quoi le revenu qui rentre? Et est-ce que son revenu, hein, on parlait tantôt de porte de sortie, est-ce que c'est un revenu qui va se qualifier dans 6 mois, 1 an, lorsque je vais vouloir le refinancer dans une banque ou l'envoyer chez un courtier avec qui je travaille pour qu'il le refinance, pour qu'il le sorte du prêt privé? OK? Donc ça c'est très important. Donc dans la partie revenus, il y a la partie les revenus qu'il perçoit, la qualité de l'emploi qu'il a, s'il est travailleur autonome, est-ce que c'est plus de 2 ans, est-ce qu'il a un permanent temps plein, d'accord? Donc c'est important cette partie revenus. Oui, Sophie, tu as une question? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un emprunteur mente dans le sens que, disons qu'il a une super bonne job, je ne sais pas si vous allez vous demander une validation de l'employeur, il prévoit le garder encore plusieurs années ou quoi que ce soit, puis que finalement, ça s'est avéré pas vrai, puis qu'il a perdu sa job ou peu importe. Alors, on demande une lettre d'emploi et puis souvent les employeurs, tu sais, les employeurs connus, ils vont t'envoyer comme les documents que tu vas recevoir, tu vas les reconnaître, hein, ils ont un logiciel de paiement ADP, des choses comme ça, tu sais. Quand on a un doute, on a un dossier d'ailleurs dans le cas comme ça, c'est bien que tu donnes le truc, on appelle l'employeur. OK. Je vois un document qui ne me plaît pas, là, je vais appeler. Je vais appeler, je vais vérifier sur le registre si l'employeur existe, la compagnie existe. C'est quoi cette compagnie? Ça m'est arrivé, moi, une fois où la personne me dit, ouais, moi, je fais ça dans la vie. Je suis OK, je fouille un petit peu, je sors la compagnie et le secteur d'activité de la compagnie est totalement différent de ce qu'il m'a raconté. J'ai refusé le dossier. Je ne cherche pas à m'ostiner, à comprendre le pourquoi du comment. Je refuse le dossier. C'est à lui, entre guillemets, de me séduire et pas à l'inverse. Mhm. Donc là, le gars me disait, ouais, moi je suis consultant, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il me disait, représentant de téléphonie, un truc dans le genre. Je regarde la compagnie, c'est la compagnie qui est dans un condo, je sais pas où, et que la secteur d'activité, c'est marchand de fourrure. Tiens, c'est quoi ça? Tu vois? Donc, moi, tu sais, quand il y a des doutes, là, quand ça ne nous plaît pas trop, je préfère pas m'embarquer là-dedans. Oui, puis dans les revenus, ben aussi, des fois, on va vérifier que ce qui est par rapport à la dernière fiche de paye, ben, ça a bien été déposé dans le compte de banque du client avec le même montant. Il y a des vérifications à faire, appeler Oups. l'employeur, vérifier que l'employeur est bien dans le registre des entreprises, qu'il y a une entreprise solide, en fait, là. C'est sûr que plus c'est un petit employeur, plus je me pose des questions. Quand c'est un gros employeur, puis que j'ai une fiche de paye qui vient des jardins ADP ou de ce genre-là, je vais moins me poser de questions sur l'emploi. Mais oui, l'emploi est super important. Faut vérifier ça parce que c'est nos revenus qui vont faire qu'on va qualifier ou pas à la banque au moment du Exact. refinancement. D'accord? Et avec Les ça, travailleurs autonomes, c'est autre chose. Alors, on a parlé de salariés, mais les travailleurs autonomes, c'est autre chose. Là, on va demander les avis de cotisation pour les rapports d'impôt des 2 dernières années. On va Son faire la bilan. moyenne des deux, puis on va vérifier que le revenu il est stable, qu'il n'est pas en décroissance ou il n'est pas une petite affaire de rien puis une grosse affaire après. Ça ne m'intéresse pas tellement. Ça me prend un peu de stabilité, puis que je puisse m'assurer que le client, ben, il a des revenus réguliers puis il est capable de me payer. Et qu'il va aussi se qualifier à la banque encore à la fin. C'est super important. Le revenu, là, c'est dans les 4 critères, c'est la place qu'on n'a pas beaucoup
On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, il faut être très sévère là-dessus. Et puis, l'autre, ben, on va en parler tout à l'heure. Tu peux continuer, Raphaël. Oui, donc Merci. là, on a parlé du revenu. Il y a le crédit. Alors, le crédit, c'est très important, hein. On a un petit dicton, nous, au Carrefour Immobilier, c'est que donne-moi ton index aux immeubles, donne-moi ton bureau de crédit, je te dirai qui tu es. Mm. Le crédit, c'est le comportement de votre emprunteur. Donc, quand on sort le bureau de crédit, on va voir son comportement. Est-ce qu'il est tout le temps en retard? Est-ce qu'il y a des balances? Est-ce qu'il y a des R9, des collections, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est une personne qui paye toutes ses affaires? C'est très important parce que s'il a un bureau de crédit en général qui est clean, où il paye vraiment super bien ses affaires, où il gère bien son crédit, bien là, la probabilité qu'il vous paye est énorme. Il va pas avoir un beau crédit et pas vous payer. En général, ça ne va pas avec. D'accord? Donc, ce qu'on va vérifier, c'est vérifier le crédit. Et il n'y a pas que la cote qui est important, il y a aussi le comportement. Une cote basse peut être des fois une mauvaise gestion du crédit. Se rapprocher trop de la limite, dépasser la limite, c'est une mauvaise gestion du crédit, ou ça peut être des impayés. Le crédit également, il y a des choses qui sont graves dans un bureau de crédit. Qu'est-ce qui est grave dans un bureau de crédit, à votre avis? Jacques, tu n'as pas le droit de répondre, et Jean, tu n'as pas le droit de répondre. Caroline, c'est fou. C'est comme si j'étais tombé dans. Je me sens comme Obélix. Faillite? Faillite? Ben, ce qui est pas bon, je sais pas, je pense pas que ce soit grave, là, mais ce qui est pas bon, c'est d'avoir un prêt auto, là, parce que ça n'a pas vraiment t'as pas, ça l'affecte ton bureau de crédit, c'est pas un actif. Puis de Ben, pas payer tes choses. Une voiture, ça reste quand même un actif, là. Ben oui, oui. Moi, je Oui, dirais plutôt, oui. Alors, s'il ne fait c'est pas une ses bonne paiements, chose. Une voiture, c'est une bonne chose, en autant qu'il la paie. Oui, c'est ça. en fait. Mais il y en a d'autres qui sont des mauvaises choses qu'on ne veut pas voir dans le bureau de crédit. Qu'est-ce qu'on n'aime pas voir dans un bureau de crédit? Qui en a déjà vu des bureaux de crédit? Oui, Wolf, tu voulais parler? Je peux répondre, moi? Oui. Ah, tu n'as pas le droit de répondre, Wolf, normalement. Ah, si. On va le laisser répondre, ça va, mais normalement, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, je dirais, une faillite ou une proposition? Parce qu'on Pourquoi? sait que le délai va être plus long à refinancer. Donc, notre lumière au bout du tunnel, elle est corrompue, là, elle est en train de s'éteindre. Mhm. Le 20 Ce qu'on pièces, n'aime pas voir, là, c'est des retards hypothécaires majeurs. On va vous donner la réponse, hein. Oui, exactement. On n'aime Et- pas voir quelqu'un que ça fait 4 ou 6 mois qui n'a pas payé son hypothèque ou qui est en recouvrement. On n'aime pas tellement ça. exact. Là, on va être plus sévère, là. Ouais, Ou qui ne paie pas ses taxes ou des choses comme ça. Il exactement. faut que ça soit explicable. Les recouvrements, on n'aime pas ça non plus. Mm. Exactement. Donc, vraiment, c'est Les pas bon. hypothèques légales du gouvernement, on n'aime pas ça non plus. Oh non. J'ai une question. Les jugements fréquents dans un bureau de crédit, on n'aime pas ça. Les quoi? Les Mhm. jugements fréquents. Pourquoi on n'aime pas ça quand un client a beaucoup de jugements dans son bureau de crédit? C'est parce que vous savez que vous allez devoir vous battre avec lui éventuellement si vous devez recouvrir votre argent. Mm. Exact. Là, c'est veux du dire- comportement, ça. C'est pas juste du crédit, là, c'est du comportement, là. Dans le crédit, ce qu'on n'a pas marqué d'ailleurs dans ce point-là, et puis c'est un bon point que tu abordes, Jacques, je pourrais mettre marqué bureau de crédit / index aux immeubles, parce que ça rentre dans cette même vérification. Quand on sort un index, on va regarder est-ce que la personne, par exemple, elle s'est ramassée, je sais pas moi, un préavis d'exercice, puis là ça arrive, et puis il y a une explication, il est tombé malade, et puis il a un bureau de crédit, puis tout concorde avec le préavis et la maladie, et là ça s'explique, et là il y a quelque chose à faire. Ou est-ce que c'est une personne qui cumule préavis d'exercice sur préavis d'exercice? Et là, ça vient s'accumuler. Et là, finalement, on a un délinquant et que le prochain qui va être derrière dans la ligne, ça va être vous en tant que prêteur. Parce qu'il va vous Crédit, c'est un mot qui comme il a vient baladé les autres créanciers. Crédit, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire croire. Alors, ça va juste vous donner un historique de la façon dont le client va rembourser ses dettes avec Ben voilà. les autres créanciers. Comment il s'est engagé avec les autres et comment il a remboursé ses dettes. Ça, c'est super important. Ça va nous donner la crédibilité, puis comme on dit aussi en crédit, le caractère du client. D'accord? Ça va nous donner. Tu sais, il y en a des gens, là, c'est comme super important qu'ils remboursent tout le temps le créancier. Exactement. Eux autres, là, on les aime beaucoup. OK? Effectivement.
effectivement. Mais les Donc, autres qui disent c'est pas grave si je ne l'ai pas payé, j'aime pas ça. C'est moins bon. Quand je vois dans un bureau de crédit que l'ambulance n'a pas été payée, j'aime pas ça. Je me dis, ah, il y a quelqu'un qui a sauvé la vie puis il l'a pas payé après. Je veux dire, moi, je vais être quoi là-dedans après, là? OK? Il y a des comportements, là. Les pensions alimentaires pas payées, tu sais, à un moment donné, ça marche pas, là. C'est ta famille. Tu soutiens pas ta famille. J'aime pas ça. Vous si comprenez? la personne ne paye pas sa famille, un inconnu, il va avoir encore moins de scrupules de ne pas le payer. D'accord. C'est juste important, des fois, c'est avec l'expérience, c'est de voir les choses qui sont graves. Bon, mais Donc, les deux derniers, ils vont pas mal ensemble, là. Mise de fonds ouais. et propriété, là. Allons-y. Mise de fonds propriété, donc l'équité, À moins que vous ayez des questions là, sur les deux premiers points. après la période de questions. On aura après la période de questions. Euh, sur la mise de fonds et la propriété, c'est des choses qui vont ensemble. Donc, effectivement, on va regarder l'équité, hein, le RPV, le ratio prix-valeur, parce que c'est votre coussin de sécurité, votre garantie en cas de problème. La maison reste toujours une garantie en cas de problème. Au cas où l'emprunteur ne paye pas, il va falloir enclencher les procédures et puis patienter le temps que la procédure se fasse. Et des fois, ça peut durer relativement longtemps. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. Ça peut durer plusieurs années si la personne se débat à l'intérieur. Hein. Donc, d'où l'importance de bien qualifier dès le départ, hein, de ne pas tomber sur un délinquant. Parce que si vous tombez sur un délinquant, il risque de vous traîner en procédure pendant des années. D'accord. Très important. Et la propriété, aussi la valeur, donc c'est la qualité de la propriété sur laquelle vous prêtez. Ça va être pas la même chose de prêter sur une maison mobile qui est à Chicougamau versus une maison unifamiliale qui est, je sais pas moi, à Boucherville. D'accord? C'est pas pareil. Là. Ma qualité de ma garantie est pas la même. Et puis également l'état de ma garantie. Est-ce que c'est une maison qui a bien été entretenue, hein, ou est-ce que c'est une maison qui est tout en bazar, ok? Il faut juste comprendre que si demain vous tombez en prise en paiement et vous ramassez la maison, c'est vous qui allez ramasser cette maison-là. Là. Est-ce que vous avez le goût de la... Est-ce que vous voyez que vous allez pouvoir la vendre facilement ou est-ce que ça va être un paquet de troubles là, parce qu'elle est toute cassée, la maison d'entrée de jeu? D'accord. Donc, c'est toutes des choses qui sont importantes à regarder dans la qualification, la souscription du dossier, parce que c'est vraiment l'angle, c'est la pierre angulaire, la souscription. Là. Faire du prêt privé sans méthode de souscription rigoureuse, sans une méthode de souscription efficace et sans comprendre ce que l'on fait, là, vous allez dans le mur, c'est assuré. Est-ce que je pourrais poser une question à Jean? Justement, sur les évaluations, on vient d'en regarder une ensemble, Jean, tout à l'heure. Une évaluation. La première chose que tu as regardée dans l'évaluation, c'était quoi? On a regardé les Non, photos la de la première chose que maison. tu as regardée avant qu'on le regarde ensemble, c'est qu'est-ce que tu m'as dit? Tu dis la maison vaut 220 000 $. Exact. Est-ce que c'est mon critère principal pour juger quand je reçois une évaluation? Est-ce que ce montant-là, c'est mon critère principal? Non. C'est-à-dire qu'on est allé voir les comparables et puis on s'est aperçu que les comparables étaient pas selon nos normes. C'est-à-dire Exact. qu'il y avait un comparable qui se vendait plus que 3 mois et puis il y avait un autre comparable qu'on avait plus que 15 d'ajustement. L'évaluation a été refusée. Je l'ai arrêté. Jocelyn. Les poches de thé, peut-être? Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va regarder la propriété, mais on va regarder aussi que ça correspond avec nos normes. Puis on va s'assurer que la propriété, elle va se vendre rapidement. C'est par exemple, là, si j'ai une propriété qui a une petite valeur, là, puis même si je suis à 70% après valeur dans une petite valeur, là, mettons une petite maison de 150 000, puis que j'étais à 70%, j'ai pas beaucoup de marge là, entre ce que ça vaut, plus le temps que je vais recouvrir ma créance, puis payer les professionnels. Là. Ça se peut que j'arrive à la fin qu'il me manque de l'argent ou que je perde de l'argent. Là. Ce qui n'est pas le même cas qu'une maison qui se situe dans un secteur qui se vend rapidement, puis que j'ai 200 ou 250 000 piastres d'équité sur la maison, j'ai de la marge pour payer mon avocat, puis les intérêts qui vont être en retard, puis vendre la maison à rabais, puis de récupérer mon argent. Mais si je suis dans un secteur où les maisons ne se vendent pas bien, que ça me prend des comparables incroyables, on va le refuser. Là, tout à l'heure, on a refusé l'évaluation parce que ça ne correspondait pas à nos critères. C'est-à-dire,
les maisons qu'ils ont trouvées, elles ne correspondent pas à la maison source, la maison sujet. Puis, il y avait des critères dans la maison qu'on n'aimait pas, là. On va demander à l'évaluateur soit de réviser son évaluation ou sinon, s'il ne peut pas, ben, on va refuser le dossier, tout simplement parce que l'évaluation n'est pas conforme pour nous. Important de Le- comprendre ça. Important de comprendre ce que dit Jacques. L'évaluateur en question, c'est l'évaluateur avec qui on fait affaire depuis longtemps. Ouais. D'accord? On travaille avec lui. Donc, ce qu'on est en train de vous dire quand on parle de méthode de souscription rigoureuse, c'est que vous avez des professionnels avec qui vous faites affaire, mais il faut vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. On connaît très bien cet évaluateur, il fait une super job. On va vérifier son travail, on prête notre argent à l'intérieur. Donc là, on a vérifié, Jacques a vu, ah, tu vas me refaire ton rapport d'évaluation, il ne me plaît pas. Et là, il va refaire ce qu'il a à faire. Et si il refait comme il a dit Jacques et puis que ça ne marche pas, ben on va refuser le dossier. Ça, c'est important de comprendre ça quand on parle de méthode de souscription rigoureuse. C'est important de faire vos devoirs en tant que prêteur. Ben, peut-être qu'il va nous dire qu'il ne trouve pas de comparable à ça, mais moi, si nous, on finance une maison qui n'a pas de comparable, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, là? Ça veut Ça va dire être quoi? difficile à vendre. Ben, ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas le bon prix ou que c'est un secteur qu'il n'y a pas de, il y a pas de maison qui se vendent, là. Il n'y a pas de C'est compétition, il n'y a pas de pas marché. très. Alors, si moi je récupère une maison, si j'arrive à récupérer la maison, puis ça me prend 2, 3, 4, 5, 6 mois à récupérer la maison, pour ça me prend 6 mois pour la vendre. C'est une année, ça? Vous avez-vous pensé, là? Ça, c'est une année que vous ne recevez pas les intérêts, que la dette augmente, puis quand vous allez venir pour revendre, ça se peut que vous ne récupériez pas tout ce que vous aviez anticipé avoir comme revenu au départ. Mm. OK? Jerry, il y a une question, mais c'est la période des questions. Oui, ça part des questions, effectivement. Oui, je voulais savoir, Vas-y, Jerry. les évaluateurs agréés, là, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'ils ont toujours tendance à évaluer la maison plus haut que ce que ça vaut. Est-ce que je me trompe? Bah, c'est une bonne question, Jerry, que tu poses. D'accord? L'évaluateur agréé, est-ce que c'est ton évaluateur avec toi, avec tes règles à toi, ou est-ce que c'est l'évaluateur du vendeur et qu'il connaît bien et qui lui a mis un petit 300 pièces dans la poche pour qu'il booste le prix? OK, OK. Et ça, c'est important de savoir ça. D'accord? OK. Nous, quand on qualifie un dossier, c'est notre évaluateur à nous. Ce dossier-là, d'ailleurs, en question que Jacques parle, le gars est venu avec son rapport d'évaluation. On a dit non. Ouais, mais je ne vais pas en payer un deuxième. C'est soit tu le payes, le deuxième avec mon évaluateur, soit je ne te prête pas. Donc tu choisis. Parce que moi, ma réponse, même si tu as le meilleur rapport d'évaluation, moi, ton évaluateur, je ne le connais pas. D'accord? C'est toi qui l'as choisi. C'est toi son client, c'est pas moi son client. OK? Donc, c'est très important d'avoir ton évaluateur à toi avec qui tu vas donner tes règles à toi. Et là, tu vas quand même limiter le risque. Nous, par exemple, quand on fait une évaluation, on va demander une évaluation vente rapide. Donc, on va lui demander des comparables vendus en moins de 90 jours avec 15% d'ajustement. D'accord? Et c'est l'évaluateur que l'on connaît, à qui on a confiance, avec qui on a l'habitude de fonctionner. Donc, important de choisir également les professionnels avec qui tu fais affaire. Parce qu'effectivement, tu peux te trouver dans ce cas de figure-là. Tu peux trouver l'emprunteur qui dit ah, moi, j'ai fait une évaluation. Mais là, il n'a pas demandé une vente rapide et puis il n'a pas demandé 15% d'ajustement. Et là, tu te retrouves avec des comparables qui ont été vendus en 6 mois avec des valeurs totalement déconnantes. Mais toi, si demain, tu viens ramasser la maison, tu veux qu'elle parte en 90 jours. Tu ne veux pas qu'elle parte en 1 an et demi. J'ai une autre question. Oui, vas-y, Jerry. J'ai une autre question. Je ne sais pas si vous en avez parlé tantôt. J'ai eu un téléphone important, là, M. Gingras, via ce dossier-là. Écoute, on parlait de crédit là, pour les clients. Là, habituellement, là, on dit que 100% des cas, qui ont été 60 jours, leur crédit est fini. Oui. Non? Ben, il est endommagé. Oui. Oui. Donc, il n'est pas bon. Le crédit n'est pas bon. Maintenant, oui, on va voir la j'ai parlé du RCMP, donc ça fait comme 4 pattes. 4 pattes, ça ressemble à une chaise, hein, d'accord? Ça ressemble à une chaise où je suis bien assis dessus. D'accord? Ouais. Donc là, j'ai le crédit qui est un petit peu défectueux, mais il est défectueux juste parce qu'il s'est ramassé un début de 60 jours et il a eu un problème dans sa vie, et là, ça s'explique. D'accord? Okay. Et là, il y a des actions qu'on peut mener pour améliorer ce crédit qui se refinance à la banque. Ou est-ce que je n'ai pas mon crédit, je n'ai pas mon revenu, et puis la propriété socio, et puis là, j'ai plus de pattes, là, je ne suis plus assis. Là, ça... Ou son bureau de crédit, c'est un récidiviste, puis il y a une liste incroyable de récidives.
Exactement. Est-ce que j'ai ce qu'on appelle un consommateur compulsif? Oui. Des fois, dans les bureaux de crédit, tu as des gens qui ont des accidents. Et tu as ce qu'on appelle le consommateur compulsif, que je compare avec une personne qui veut arrêter de fumer. Oui. D'accord? Forcément, Consommateur compulsif, tu as beau lui payer toutes ses dettes, il y a de fortes probabilités qu'il reparte dans ses mauvais travers. Ben, c'est comme une personne qui essaye d'arrêter de fumer. La probabilité qu'il reprenne la cigarette, ben, ça va être la même chose. Oui, OK. Ok. Donc ça, c'est des vérifications que tu vas faire lorsque tu regardes ton dossier. C'est qui que j'ai en face? Oui. Il me semble que j'ai vu un bureau de crédit comme ça ce matin qui avait 6 refinancements dedans là, depuis l'achat. À Oui. chaque 2 ans, il y a un refinancement avec des sommes importantes qui sortent. Puis le client, ben, il est encore avec un crédit complètement défoncé, puis pas d'argent dans ses poches, là. Est-ce que je vais être le dernier créancier à lui prêter? Bonne question. Tout avec des privés, genre? Des fois des banques, puis après ça, des First Home, puis des privés. Puis plus ça va, ben, plus il y a de privés qui s'ajoutent, effectivement. Oh, oui. Bien vu, Jerry. Pour utiliser l'expression que j'aime beaucoup de Jean, hein, dit qu'il pèle en avant. J'adore cette expression, moi. C'est vraiment ça. On va vraiment Pelleter de la neige en avant. Là. C'est ça. Il est vraiment en train de. Hein, il a souvent hérité d'une maison. D'accord? Souvent, c'est le cas. Puis là, il refinance, boum, 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 et il refinance, il refinance, il refinance. Donc, il est en train de manger son patrimoine. OK? Ça veut dire que les revenus qu'il a actuellement versus les dépenses qu'il a habituellement, ben, il les mange là avec son train de vie. Donc, ça, c'est important de voir le comportement de son emprunteur. Et encore une fois, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une situation qui s'explique ou est-ce que c'est un consommateur compulsif? Là, on a eu le cas ce matin où justement on a vu ce type de dossier-là avec un genre de consommateur compulsif. La maison est à Montréal, une très très belle équité, mais on va soit pas prêter ou si on prête, c'est ce qu'on appelle une vente ordonnée. Ça veut dire on te prête pour arrêter la procédure, pour éviter que tu te fasses saisir et que tu perdes tout. Par contre, tu vas la vendre avec le courtier de notre choix. Pour que, toujours pareil, hein, on maîtrise la lumière au bout du tunnel. Parce que je ne peux pas te prêter. Quand je regarde ton histoire, tous ceux qui t'ont prêté, oui, tu les as remboursés parce que tu avais de l'équité sur la maison. Mais plus on avance dans le temps, plus ta situation se dégrade et plus bah, tu risques. Moi, j'ai un risque que tu ne me rembourses pas. J'ai un risque d'aller en prison paiement, ce que je n'ai pas envie de faire en tant que prêteur. Donc, bonne question, Jenny. Est-ce qu'on a de la place pour d'autres questions? Oui. Bah, regarde, il est 45, non, c'est ça? Ouais, il 45, reste on a 15 encore minutes. un petit 15 minutes. J'aurai besoin de même pas 2 minutes pour conclure. Donc, De toute façon, si Sophie elle s'en va avant, c'est pas parce qu'elle aime pas ça, hein, c'est parce qu'elle a un rendez-vous qu'elle nous a dit. En fait, mon rendez-vous a été déplacé à 1h30, fait que je peux rester jusqu'à la fin. Ah, c'est wow, chaud. formidable. Profitez-en, hein, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je crois que Jocelyne tente d'en poser, mais le micro est éteint. Moi, j'ai une question. Alors, je crois qu'il y avait Jocelyne qui voulait en poser une, mais je crois que le. Ah, oui, c'est vrai. Ça y est. Oui, Il y a oui, allumé, OK. Je ne sais pas pourquoi il s'est fermé. La question, je dirais, ben, pas une question, mais un constat, je dirais, moi, quand j'ai un prêt qui m'est suggéré, je vais toujours vérifier aussi l'évaluation municipale. Alors, c'est un bon point, sauf que l'évaluation du municipal n'est pas forcément juste par rapport à la valeur de la maison. On peut Non, parce avoir, que, on a vu tout type de cas de figure. Tu peux avoir une évaluation municipale et ta valeur marchande est plus élevée. Tu peux avoir une évaluation municipale qui est proche de la valeur marchande. Et tu peux avoir une évaluation municipale où la valeur marchande est en dessous de l'évaluation municipale. Donc, l'évaluation municipale, c'est ça pas un peut bon critère. être biaiseux comme indicateur. Ah, Mais par contre, on va regarder quel type de propriété que c'est. Est-ce que c'est du Exact. locatif? Est-ce que c'est du résidentiel? C'est quoi le zonage? Est-ce que c'est agricole? Est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est industriel? Ça, oui, on va regarder ça. Effectivement. Parce que le zonage, c'est très important. Une maison zonée résidentielle versus une maison zonée agricole, ben, toujours pareil, si on prend notre lumière au bout du tunnel, là, ben, ce n'est pas la même lumière. ah non, OK. Résidentielle est beaucoup plus facile à refinancer qu'une agricole. Moi, j'en ai une question. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses à vérifier. Est-ce que je me trompe? Ah oui. C'est la même chose à vérifier. Il y a Ben, beaucoup de travail. Ça Je la complète. conserve. C'est beaucoup Ouais, de vérification. C'est très Il y a important. beaucoup de raisons pour dire non, en fait. Ah oui, effectivement.
C'est pour ça qu'on dit non très, très, très souvent, là. C'est sûr que des fois, on a de l'argent et on aimerait ça le prêter tout de suite, mais on aime mieux pas avoir vos téléphones si jamais on a prêté de l'argent, puis on voudrait récupérer notre argent. Puis nous autres, quand on se ramasse en procédure, là, ça nous demande tellement de temps qu'on n'aime pas tellement ça. Ouais. Je pense qu'il nous reste peut-être encore une question pour Jerry. Ouais. Oui, ben, en fait, j'avais plutôt pour Jocelyne elle parlait de l'évaluation municipale. Moi, j'ai fait beaucoup de prospection à Montréal. Les maisons à Montréal, dans certains quartiers, là, c'est vraiment surévalué, là, ça n'a aucun sens. Je sais pas si vous avez fait- Est-ce que tu dis surévalué au niveau de la municipalité ou au niveau. Oui. Oui, c'est des fois, là, ça n'a même pas de bon sens. Là, les gens disent, ah, ma maison est évaluée à tant à ville, mais écoute, c'est évalué là, 100 000, 150 000 de plus là, dans certains secteurs. Fait que c'est vraiment pas. Mais je dirais, encore là, même les ventes de maisons sont encore très surévaluées ou encore maintenant. Ça n'a pas baissé beaucoup, là. En Mais ça baissera pas. résidentiel, Ça baissera pas, ben, Jocelyne, tant qu'à moi, là, à moins qu'il y ait Non. Je pense qu'on a encore une un grosse gap crise pas pire économique. avec Là. les autres. On Là, a on la a une misère avec pression sur le Jacques, hein? logement qui est très, très grande. Oui, je suis debout d'un rang. Là, L'Internet, il passe moins facilement. Des fois, il y a des vaches qui viennent lécher les fils. Là, ce que je disais, c'est qu'avec la croissance démographique qu'on a, on a une grosse pression sur l'habitation. Et que, oui, même si c'est plus difficile d'acheter, ben, c'est quand même assez facile de vendre sa propriété là, si on n'est pas dans l'urgence. Hein. Ouais. Il n'y a plus une augmentation de prix. Il y a peut-être eu une petite compression, mais pas tant que ça. Mais c'est juste une stabilisation, tant qu'à moi. Devrait voir, comme on voit souvent, là, des prix qui restent semblables pendant longtemps, puis qu'après ça, il y a des hausses. Là, je pense qu'on est dans une phase de stabilisation. Il faut peut-être avoir un petit jeu de plus ou moins 5%. Dans des secteurs moins recherchés, on pourrait peut-être avoir plus des écarts de 10 ou 15%. Mais pour ça, ça va prendre une grosse crise. Et quand on calcule l'inflation, le prix des matériaux construire une maison, parce que c'est la première fois que je vois ça, là, que maintenant acheter des matériaux, ça coûte plus cher que de payer le monde pour faire les travaux. Oh Je mon pense Dieu. que ça va maintenir le prix des maisons assez très élevé. Élevé. Wow. J'ai fait faire des travaux récemment, puis j'ai payé plus cher de matériaux que de personnel. J'ai jamais vu ça de ma vie. Là. Oui, parce qu'avant, c'était 50-50. Ouais. Puis des fois, même ça coûtait plus cher de main-d'œuvre que de matériaux. c'est important ce qui est amené sur la table parce que ça vous permet également de choisir le type d'investissement que vous voulez faire. Je ne suis pas en train de dire que les autres sont mauvais, mais regardez, dans une période qui est plus compliquée, les maisons résidentielles, les valeurs ne bougent pas trop. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé pour les multilogements? Oui, on a eu un cas justement la semaine dernière. Là. Moi, j'aimerais On avait une évaluation. Si tu veux bien, Jacques, faire répondre l'auditoire. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé sur les valeurs des multilogements? Ben, il a augmenté. Les valeurs des multilogements ont augmenté? Ont diminué. Ils ont diminué. Diminué. Pour vrai? Donc, si demain, bah oui, quand les taux hypothécaires augmentent, Ah oui. Ah, ben oui. et oui, on parlait tantôt dans la méthode de vérification il y a une des méthodes de vérification, enfin, un des critères dans la méthode de vérification qui est le RPV. D'accord? Si tu as prêté l'année passée un RPV de 75% et que la valeur a diminué drastiquement parce que les taux ont augmenté, bah là, tu es en train d'augmenter ton niveau de risque parce que la valeur de ta garantie a baissé. C'est important de considérer ça quand vous faites vos investissements. Oui, parce que pour celui qui a de l'argent, c'est le bon moment d'acheter des multilogements. Non, c'est évident, mais ce que je veux dire, quand on est prêteur derrière, il faut que la valeur reste. Oui. Quand la valeur est Décroissante. impactée par les dépenses, qui est le cas d'un multilogement, hein, la valeur est impactée par la dépense, et une grosse dépense du multilogement, c'est l'hypothèque. Quand l'hypothèque est variable, et que il y a 3, 4, on a vu, on est passé presque de 2% à 6% en quelques mois, si on peut le dire ainsi. Mais une très, très grosse moi, je suis incidence. passé de 2,5 à 7. C'est quelque chose. Il y a une très, très grosse incidence sur la valeur
du multilogement. Et d'ailleurs, nous c'est une des raisons pour laquelle on ne prête pas sur des multilogements. Parce que la valeur peut être impactée par la dépense hypothécaire. Donc, la lumière au bout du tunnel devient de plus en plus faible à la fin. Bon. Bon, il nous reste un petit 5 minutes, mon Raphaël. Oui, est-ce qu'on a pris toutes les questions de tout le monde? On va pouvoir conclure ici. Hein. Donc, prochainement, on va avoir quelques événements qu'on va mettre en place. Hein. Restez alerte. De toute manière, vous êtes tous connectés sur nos groupes ou vous recevez les courriels de notre part. Pour ceux que ça intéresse de devenir prêteur privé hypothécaire, on va donner bientôt un atelier dessus à l'Université Sherbrooke. On va définir la date, mais on pourra vous envoyer un petit formulaire, ceux qui le souhaitent, qui ont de l'intention, juste le remplir et nous dire. Et on vous aura une invitation quand ce sera fait. Donc voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette heure. Hein. C'était plutôt une initiation au prêt privé. On n'est pas rentré dans le détail du métier parce que ce serait ambitieux de vouloir vous enseigner un métier en moins d'une heure. Mais au moins, je pense que ça, pour certains d'entre vous, ouvert un petit peu l'esprit sur ce qui existe. Et puis écoutez, j'ai hâte de vous voir prochainement. Merci. Merci.